557e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous avez un concurrent extraordinaire ces jours-ci. C'est Monsieur le Président de la République qui s'empare du sujet de l'immigration. Oui, mon Dieu, c'est une grâce, ça. Alors, c'est une grâce ou une arnaque? Je voudrais vous entendre là-dessus. Écoutez, l'immigration est un phénomène considérable. C'est même, je dirais, le phénomène central de la politique française. Non pas tellement par le rapport que l'on peut avoir avec les migrants, qu'avec les conséquences économiques, sociales, politiques, culturelles qu'entraîne l'immigration massive pratiquée depuis pratiquement 30 ou 40 ans en France, de façon subreptice et jamais très officielle. Il y a bien sûr les immigrants légaux qui sont en progression constante. Il y a évidemment les illégaux que, par définition, on ne peut pas compter ni contrôler, mais qui existent, et ils existent tellement qu'on a même créé, à leur avantage, une loi financière qui leur permet de se soigner gratuitement aux frais de la collectivité française. Je crois qu'il y a 330 000, quelque chose comme ça, membres de cette l'organisation qui bénéficie. L'aide médicale d'État. Oui, c'est ça. Bref, c'est... alors, l'immigration, je ne suis pas le seul. Il y a un certain nombre d'autres gens qui tirent la sonnette d'alarme depuis surtout les dernières années, que ce soit Zemmour, Oberton, Manou, etc. Un certain nombre de gens qui disent la vérité, c'est la vérité des chiffres. Mais on peut dire que l'ensemble de la collectivité nationale, politique en particulier, a fait le silence sur ce phénomène qui, encore une fois, conditionne les problèmes de logement, de travail, de santé, de scolaire, etc., etc., etc. Bref, enfin, le président de la République dit qu'il faut regarder la réalité en face. Eh bien, nous allons la regarder, en effet, et c'est très, très, très inquiétant. Alors, Monsieur le Président, une chose. On nous a déjà fait le coup. C'était Nicolas Sarkozy dans la campagne présidentielle de 2007. Mais il était candidat. Cette fois, on nous refait le coup, mais il est président de la République en exercice avec les pouvoirs de la Ve République, ce qui change un petit peu les choses. Il est au pouvoir, Nicolas Sarkozy était candidat avec les conséquences que l'on sait sur les élections de 2007. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire que c'est aux actes qu'il va falloir juger M. Macron, et non pas seulement à ses discours. Parce que ce ne sont pas en effet les discours qu'on tolère, souvent démagogiques de la part des candidats. Dans leur campagne, c'est une prise de position du chef de l'État. Alors nous attendons des actes, mais je crois qu'on n'a pas pris du tout la dimension, la mesure du phénomène qui est un phénomène mondial, dans lequel on peut dire schématiquement, la population mondiale est passée en 50 ans de 3 à 8 milliards, essentiellement dans le tiers-monde, puisqu'il y a un continent qui, lui, échappe à cette poussée démographique, qui est même frappé, au contraire, d'une espèce de déficience, c'est le continent boréal qui va de Vladivostok à Gibraltar, qui comprend bien sûr les pays d'Europe et la Russie. Voilà. À la vérité, c'est ça le fond du problème. Si on ne prend pas cela comme cadre du raisonnement, on ne comprend rien à ce qui se passe et surtout à ce qui va se passer, à ce qui menace, je le dis sincèrement, très calmement, de façon mortelle, nos pays, nos peuples et notre civilisation. Voilà. C'est un phénomène tellurique qui échappe même à la volonté des hommes, aux idéologies, et contre lequel il faut d'urgence prendre des mesures pour défendre notre intégrité physique, sociale, culturelle, faute de quoi nous allons disparaître, nous serons submergés. Je le dis gravement, c'est avec une certaine angoisse que j'envisage moi-même le problème que pourtant j'énonce depuis déjà plusieurs décennies. Nous allons quitter ce sujet et entrer dans l'actualité judiciaire, si vous le voulez bien. Oui, car je voudrais quand même faire
un petit cadeau au président de la République. Je vous en prie. Je lui reconnais d'avoir dit une chose qui est vraie. Il a dit que les bourgeois ne se rendaient pas compte de l'immigration. C'est vrai, parce que souvent ils se déplacent d'ailleurs vers leur lieu de travail ou de vacances en voiture. C'est le peuple, lui, qui fréquente le métro, les trains, eh bien, se rend bien compte, lui, de la montée considérable de l'immigration, des migrants dans notre population. Et comme de surcroît, on a procédé à l'établissement de métastases en plaçant dans différentes communes de France les gens que l'on évacuait des lieux de rassemblement qui étaient devenus insupportables, eh bien, il y a là un danger absolument mortel. Et c'est non seulement la France, mais l'Europe vont être, si rien n'est fait, vont être submergés, c'est clair. Et ça ne se passera pas dans le sourire ni dans la douceur. Vous prenez au sérieux le fait qu'Emmanuel Macron dénonce une espèce d'embourgeoisement ou de bobologie, alors qu'il en est lui-même, quelque part, malgré son talent et son histoire, une incarnation sociologique. Oui, c'est en quelque sorte. Écoutez, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de prendre conscience de la réalité. Mais c'est aux actes qu'on va le juger. Il y a en particulier, il y a bien sûr le regroupement familial, il y a le droit du sol qu'il faut remettre en cause, et il y a surtout ce qu'on appelle injustement, d'ailleurs, le droit d'asile. Il n'y a pas de droit d'asile, le droit d'asile selon lequel tout humain, tout être humain, se trouvant en difficulté dans son propre pays, aurait le droit, en quelque sorte, de venir en France, de s'y établir, et nous, le devoir de s'en assurer, d'assurer sa subsistance, sa sécurité et son avenir. Eh bien, notre propos à nous, c'est de défendre les Français. Les Français d'abord, bien sûr, c'est normal, comme le font d'ailleurs tous les pays du monde. Et là, il y a, comment dirais-je, un biais du raisonnement. Il faut absolument remettre en cause cet asile, le contrôler très sévèrement, et en particulier ne pas accepter qu'aucune démarche soit entreprise à partir du territoire français. Si des gens se trouvent dans la situation qui doit rester exceptionnelle, de pouvoir demander l'asile en France, eh bien, il faut qu'ils le fassent à partir de nos consulats à l'étranger et pas sur le territoire. Cela étant, ça ne résout pas le problème des 95% de migrants qui sont refusés au droit d'asile et qui restent tout de même, et que nous n'avons pas les moyens politiques ou militaires de raccompagner dans le pays d'où ils viennent, d'autant que très souvent, ils ont détruit leur papier d'identité justement pour qu'on ne sache pas le pays d'où ils viennent. Est-ce que vous pensez que le président de la République va trouver à l'Assemblée nationale, dans sa majorité parlementaire de l'Assemblée nationale, suffisamment de relais, car on sent déjà dès aujourd'hui qu'il y a une division entre les parlementaires de sa majorité. J'ai vu qu'il y a des parlementaires qui sont des partisans de l'immigration. Alors ceux-là, ils sont dans la majorité présidentielle. Je pense qu'on devrait établir une loi qui oblige les partisans ouverts de l'immigration à céder une partie de leur appartement pour pouvoir loger des migrants. Là, ils auront une conscience aiguë du problème. Alors, on parle de résidence surveillée, même prison. Je voudrais qu'on dise un petit mot quand même de ce qui se passe pour M. Balkany, le maire de Levallois. Car le même jour, vous étiez vous-même au palais de justice, dans un entretien de routine, même s'il y a une mise en examen, et on en parlera une autre fois. Mais ce jour-là, il y a eu un mandat de dépôt visant le maire de Levallois pour fraude fiscale. Comment vous avez ressenti cette situation ? Oui, j'ai trouvé que c'était un peu excessif. Parce qu'il me semble que quand la justice traite du problème d'un individu, quel qu'il soit, elle doit considérer le passif, bien sûr, qui est constitué par les infractions, mais aussi l'actif, les services rendus, qui doivent compter au moment d'établir la sanction. Et il me semble que tout de même, l'activité du maire de Levallois, et de son épouse d'ailleurs, méritait
qu'on ne prenne pas à son égard une décision exceptionnelle d'arrestation à l'audience. Voilà. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur le sujet. Néanmoins, pour M. Balkany, qui se croyait sûr de lui, c'est un petit peu une leçon d'humilité. Elle est dure. Très dure, sûrement. Bien, Jean-Marie Le Pen, vos lectures. Alors attention, le 2 octobre, c'est toute la France qui est convoquée. Le 2 octobre, vous aurez une lecture. Oui. C'est le tome 2 de mes mémoires, Tribun du peuple, qui sort en librairie. Et par conséquent, moi je serai d'ailleurs ce jour-là, symboliquement, parce que j'y étais pour le premier tome, à la librairie. Non, ce ne sera pas ce jour-là, vous y serez le 4. Pardon ? Ce jour-là, c'est le 4. C'est le 4, le 4 octobre, nouvelle librairie. Je fais une signature à la nouvelle librairie. Symbolique à la nouvelle librairie. Au quartier latin, dont vous fûtes naguère le parlementaire, le député. Oui, et nous aurons l'occasion peut-être, si, on va en reparler. Si le temps et la santé me le permettent, d'aller faire le tour de France des signatures. Vous savez que vous êtes très attendu en Bretagne, ça n'a pas été possible pour le tome 1. C'est vrai. Et peut-être un premier rendez-vous à la Trinité-sur-Mer est indispensable. Nous irons à la Trinité. Ou à Pâques. Oui, mais là, non, on n'attendra pas Pâques. Alors, qui es-tu, où vas-tu ? Alors, ce livre... J'ai lu beaucoup de livres, pendant les vacances qui se sont passées à Grasse, chez notre chère amie Lydia Chénardi, la veuve de notre camarade Jean-Pierre. Et j'ai particulièrement retenu, pour vous en parler, un ouvrage qui est celui de quelqu'un qui a été membre du Front National, d'ailleurs, qui est le colonel Luciani, qui, c'est sa biographie dans les parachutistes de la Légion étrangère, sous la forme d'un débat, en quelque sorte, d'un échange avec un de ses compagnons d'armes. Et c'est évidemment passionnant. Les Français mesureront le niveau des sacrifices qui ont été demandés et consentis par les soldats français qui se sont battus aux quatre coins du monde pour défendre le drapeau tricolore et les couleurs de la France. Alors là, il s'agit de la guerre d'Indochine, principalement, je crois. Oui, surtout l'Indochine, oui. Mais aussi l'Algérie, l'Indochine. Mais c'est surtout l'Indochine. C'est un livre qui m'a passionné parce que je connais Jean Luciani, mais je lui souhaite un grand succès. En plus, le titre interpelle. Qui es-tu ? Où vas-tu ? C'est toutes les questions que nous nous posons et qu'on se pose au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance finale. Alors, Jean-Louis Laborde, il était une fois Safaria. Oui, alors un livre sur un sujet que je connais mal car je ne suis pas moi-même chasseur. C'est notre ami de la Garde raconte l'histoire de ces centres de safari en Centrafrique. C'est-à-dire la chasse au gros gibier, et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne contribuait pas à diminuer le cheptel sauvage, au contraire à le protéger. Car ce cheptel est menacé gravement, peut-être même définitivement dans certains pays, par les braconnages, c'est-à-dire par le massacre, soit pour leur ivoire, soit pour leur chair, soit pour manger. Des éléphants en particulier. Ou pour trafiquer. Il dit, par exemple, qu'il y avait en Centrafrique plusieurs centaines de milliers d'éléphants et qu'il n'en reste plus que quelques milliers. Par conséquent, c'est un cri d'alarme et que l'on doit inscrire justement dans le cadre dont je parlais tout à l'heure, qui est celui de l'augmentation de la population. Car dans ces pays, la population double, triple ou quadruple. Et ses besoins, bien sûr, diététiques, si j'ose dire, augmentent dans la même proportion. Et par conséquent, les gens seront amenés soit à tuer des bêtes pour les manger, soit à éliminer des forêts pour pouvoir planter des céréales ou pour survivre.
Et ceux qui ne pourront pas le faire, eh bien, iront vers ce que j'appelle l'Eldorado de la Méduse, c'est-à-dire l'Europe qu'ils croient être le pays, la bouée de sauvetage du monde. Ceci est un petit peu aussi, il faut le reconnaître, de la faute de ceux qui ont décrit au XIXe siècle Paris comme la capitale du monde. Il est évident que si Paris est la capitale du monde, tous les humains se croient le droit d'y entrer quand ils en auront besoin. Vous parliez des espèces en difficulté. Pardon. Mais aujourd'hui à Paris, vous savez que sur le champ de Mars, par exemple, les rats sont gros comme des lapins. Ah, pour la nourriture, c'est meilleur. Vous voyez, à la fois, dans une mauvaise nouvelle, il y en a toujours une bonne. Si bien que si les Prussiens remettent un siège, nous pourrons nous alimenter Oui. Dans Paris intramuros. Non, il s'agit d'une situation très sérieuse, très grave, et il faut prendre là des mesures pour défendre le territoire français et l'identité française et la vie des Français, car elle est en cause. Merci Jean-Marie Le Pen. La semaine prochaine, je pense que Marie Derbès, qui est absente aujourd'hui, se remettra du petit malaise qui nous prive d'elle. De voir aussi Marie. Voilà. À la semaine prochaine. Merci Jean-Marie Le Pen.